you, won't you tell me your name? Si vous voulez bien me suivre, je vais maintenant vous emmener en direction du monde du rock and roll pour voir et pour vous raconter la vie de Jim Morrison, donc le chanteur du groupe The Doors. Donc si vous voulez bien me suivre. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high. Vous rapprochez, n'ayez pas peur, je ne mords pas. Bon alors, je vous ai rassemblés ici parce que je voulais faire une petite pause avant d'aller voir la tombe de Jim Morrison. Je voulais vous parler du monde de la musique. Donc par là, c'est un chemin sans intérêt où il n'y a que de la terre et des vers de terre. Et par là, c'est le rock and roll, direction rock. Donc quel chemin vous choisissez? Vers de terre. Le chaman moche. Les vers de terre. Donc les plus malins d'entre vous iront par là. Attention, attention. Donc avant de continuer notre chemin, je voulais parler du club des 27. Quelqu'un connaît le club des 27? Vous connaissez le club? Félicitations. Exactement. Voilà. Donc ce club est constitué de 23 membres. Le premier des 23 membres était le fameux Robert Johnson. C'était un guitariste de légende dans le domaine du blues qui est mort en 1938. Et le dernier membre de ce groupe mort est le fameux Fredo Santana, un rappeur américain de Chicago qui était le cousin de Chief Keef. Ce club des 27 est surtout connu pour 6 d'entre eux qui sont vraiment très connus et qui sont morts à cause de la drogue et de l'alcool, qui était à l'époque une consommation sans limite, donc on ne connaissait pas le mot désintoxication et addiction. C'est comme nous aujourd'hui, si on vous parlait des fast-food, on adore en manger, mais on sait que c'est grave pour notre santé, mais on continue d'en consommer. Pour eux, c'était la même chose. J'ai le rock dans l'âme. Et le McDo encore. Exactement. Le rock, non, pas dans l'âme, dans le ventre. Et la sauce barbecue. Exactement, ça c'est dans les jambes. Donc les 6 les plus connus. Donc le premier est Brian Jones, donc le fameux chanteur des Rolling Stones, mort en 1969. Il est mort noyé dans sa piscine à cause d'une overdose. Et du coup il était trop, et on ne sait pas tout ce qu'il a pris avant, mais il s'est noyé dans sa piscine. Et du coup il y a aussi Jimi Hendrix qui est mort en 1970. Jimi Hendrix est mort à cause d'une overdose également. Il a pris en fait des somnifères très puissants. Il en a pris 9, alors que la prescription était que d'une moitié pour pouvoir dormir. Crise cardiaque directement. Il dort. C'est ça, il dort éternellement. C'est pas réveillé. C'était à cause de sa femme qui était insomniaque et qui prenait ses cachets pour pouvoir dormir. Et lui, il a cru que c'était de la drogue. Donc tous sont morts comme ça à cause de la drogue et de l'alcool. Pourquoi ils en ont pris? Pourquoi ils en ont consommé? Parce que dans leur cœur, ils avaient tous un vide qu'ils devaient remplir avec la drogue et l'alcool, car ils ont tous eu une enfance très atroce, très difficile. Merci madame. Très difficile. Donc par exemple, quelques exemples comme Brian Jones des Rolling Stones, lui à 17 ans, était en couple avec une fille qui avait 14 ans et elle est tombée enceinte. Elle a accepté l'enfant et Brian Jones s'est fait renier par toute sa famille, ses proches, ses amis, son entourage et ses voisins. Ses parents l'ont envoyé en Allemagne et une fois de retour d'Allemagne, tout le monde a commencé à l'ignorer. Donc il a plongé dans l'alcool à 17 ans et à 19 ans, il avait déjà 3 femmes, 3 enfants et il était alcoolique à 19 ans. Donc comment vivre longtemps en ayant commencé aussi jeune et aussitôt? Donc à 27 ans, il est mort noyé. Donc, Jimi Hendrix, une enfance qui m'a plus particulièrement touché parmi les 6, car lui est né durant la guerre, donc en 1900... N'allez pas l'induire d'erreur. Il est né durant la guerre car
Il n'avait pas de père car son père est parti durant la guerre. Sa mère, qui a accouché de lui à l'âge de 17 ans, était très jeune et déjà droguée à cette époque. Sa sœur était aveugle, son frère était handicapé. Donc Jimi Hendrix, c'est vraiment une légende du rock grâce à sa manière de jouer qui est très atypique. Sur scène, c'était plus un one-man show. En plus d'être un excellent guitariste, c'était aussi un one-man show. Tout le monde le connaît lorsqu'il a brûlé sur scène sa guitare, où il jouait de la guitare avec ses dents ou derrière sa tête. Et lui, du coup, il est mort d'une overdose. Écoutez l'hymne américain joué par lui. C'est magnifique. C'est vrai. C'est vrai, hein? Je vous invite à voir aussi le documentaire si vous avez Netflix, il doit aussi se trouver sur YouTube, le documentaire sur le Club des 27, qui raconte beaucoup d'interviews, d'images de toutes ces rockstars, et qui est vraiment très intéressant. Je vous invite à le voir. Il y a aussi en 1970 Janis Joplin, donc qui était une chanteuse très connue à l'époque de Woodstock, qui avait une voix vraiment très atypique à cette époque, qui était vraiment très connue, qui elle a été persécutée dès son enfance car elle a passé son enfance au Texas, et à ce moment-là il y a vraiment des conflits au niveau du racisme. Elle a vraiment été persécutée dès l'âge de 5 ans, donc elle est tombée très vite dans la drogue et l'alcool, et à 27 ans elle est morte aussi d'une overdose. Puis Jim Morrison, je vais plus vous parler de son histoire après, juste pour vous dire que lui aussi a eu une enfance très difficile. Son père était aussi dans l'armée et il a été éduqué avec des violences verbales. Donc son père les engueulait jusqu'à qu'ils pleurent. Il leur criait dessus. Il est l'aîné de 3 enfants. Et du coup aussi à l'âge de 4 ans, il est dans le sud de l'Amérique, à Albuquerque. Il a vu un accident entre un camion et une voiture. Et il a vu une dizaine de morts amérindiens morts sur le bas-côté de la route. Et depuis, il est très tourné à cause de ça, sur le chamanisme et l'esprit amérindien, car selon lui, dans une interview, il a dit qu'il a vu l'esprit de certains Indiens rentrer dans son âme. Donc c'est à cause de ça qu'il s'est tourné vers le chamanisme. Pour finir, les 2 derniers qui sont plus de notre époque, donc Kurt Cobain qui est mort en 1994, le groupe 2, Nirvana. Bravo. Donc Kurt Cobain, mort en 1994, lui aussi avait une enfance très difficile. Il est issu d'une famille de suicidaires, donc ses 2 oncles se sont suicidés, son grand-oncle s'est suicidé également. Et aussi, il a commencé à boire à l'âge de 13 ans parce que ses parents se sont divorcés et aucun d'eux ne voulait avoir la garde de Kurt Cobain. Et également, il a vu dans les bois un jour, quand il était jeune, un jeune pendu dans la forêt. Donc ça l'a vraiment très marqué à ce moment-là. Il est mort, il s'est suicidé. Et du coup, lors d'une interview de sa femme a dit à la caméra: je voulais pas qu'il rejoigne ce stupide club. Elle parlait du club de ses oncles, donc du club de ses suicidaires, de ses suicidés. Mais par contre, les journalistes ont direct fait le lien avec les 6 autres et avec les autres membres. Et c'est à partir de la mort de Kurt Cobain que le club des 27 s'est formé, avec l'interview de sa femme. Et pour finir, Amy Winehouse, qui est mort en 2011, donc il y a presque 10 ans, qui est mort aussi d'une overdose. Donc elle, dès l'âge très jeune, ses parents en fait se sont divorcés car son père a trompé sa mère. Son père était son héros à cette époque, donc ça l'a vraiment très touché. Et victime d'un succès vraiment très rapide, en quelques mois, elle a été vraiment connue dans le monde entier. Elle a connu un succès énorme très très vite et elle n'a pas supporté ça. Du coup, elle s'est très vite tournée vers la drogue et l'alcool. Et lorsqu'elle n'en pouvait plus, elle savait qu'elle n'en pouvait plus. Elle a demandé à son père de prendre quelques vacances avec elle dans les Caraïbes. Et son père a eu la bonne idée de faire ramener plein de journalistes et de caméramans
pour créer une télé-réalité des vacances d'Amy Winehouse. Elle qui voulait s'écarter de tout le monde du rock, tout l'a suivi avec elle durant ses vacances. Son père ne l'a pas du tout aidée. À la place, il s'est servi d'elle, de son image, de sa notoriété, pour rentrer dans le monde de la musique également. Donc elle a vraiment eu aucune aide de personne. Et elle est morte en 2011 d'overdose. Donc le point commun entre ces 6, c'est que personne les a aidés lorsqu'ils avaient le plus besoin d'aide. Tout le monde voyait à quel point ils étaient ravagés sur scène et personne ne bougeait le petit doigt. Donc c'est normal qu'ils meurent aussi jeunes, si personne les aide. Donc voilà, ce sont des histoires très tristes. Le Club des 27 est une histoire très triste aussi également, car c'est vraiment c'est des gens qu'on connaît pas personnellement, mais on connaît leur histoire et on aime tous leur musique, qui meurent comme ça, de manière très jeune, sans qu'on puisse, nous, à cette époque, assister à leur concert. C'est dommage. Donc si vous voulez bien me suivre, nous allons maintenant parler de Jim Morrison, au niveau de sa tombe, qui se trouve à même pas 5 minutes de marche par là. Merci. Avec plaisir. Merci. La tombe, Yes. là-bas se trouve le caveau de la famille Lesseps. Ferdinand, Exactement. le canal. Ferdinand Lesseps qui a construit le canal de Suez en Égypte en Vous avez un formateur 1859. sacrément cultivé, hein? Ah oui. Tout le monde est là. La tombe de Jim Morrison est juste là-bas, mais il y a du monde. Donc je vais commencer par vous raconter un peu sa vie ici. Et dès que l'autre groupe partira, on ira voir la tombe de Jim Morrison. Donc, Jim Morrison, alias James Douglas Morrison, est né en 1943 en Floride, à Melbourne. Du coup, comme je vous l'avais raconté, il est issu d'une famille de 3 enfants dont le père est à l'armée. Et il faut savoir que Jim Morrison, dès son plus jeune âge, dès le collège, on s'aperçoit qu'il est vraiment très intelligent, car il a un quotient intellectuel de 150, qui est énorme. Il est considéré comme un peu un brillant élève. Et du coup, dès le collège, il s'intéresse beaucoup à la littérature et à la poésie, en lisant plusieurs auteurs et poètes comme Arthur Rimbaud, James Joyce, Michael McClure, qui sera encore en vie durant son époque, qu'il va rencontrer durant ses années de célébrité. Il y a aussi, et le dernier, c'est William Blake, qui est aussi très connu. Du coup, tout ça, à chaque fois qu'il lit quelque chose, à chaque fois qu'il s'intéresse à un sujet, à un poète, il connaît le sujet par cœur. Il entame déjà des débats intellectuels avec son professeur qui surprend tout le reste de la classe. Pendant des heures, il parle avec le professeur en débattant sur les sujets de la littérature et de la poésie. Durant le lycée, il décide au début du lycée de jeter tous ses cahiers, toute la poésie qu'il a faite avant, tous les livres qu'il a étudiés, il décide de tout jeter car il ne veut pas copier les autres auteurs, il décide de personnaliser sa poésie et de faire sa propre poésie. Donc il veut se retourner vers une poésie plus obscure avec une force agressive et c'est à cette époque où il écrit la poésie Horse Latitude qui va se trouver dans le 2e album des The Doors, l'album qui s'appelle Strange Days. Et en fait, il faut savoir que la plupart des chansons de The Doors sont issues des poèmes qu'a écrit Jim Morrison et qu'ils reprennent avec de la musique. Donc au lycée, il entame 2 cursus scolaires. Donc la première, c'est la philosophie de la contestation, où il va lire Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche et David Hume. Et le 2e cursus sera la psychologie de la foule, donc avec Sigmund Freud, Gustave Le Bon et Carl Gustav Jung. Donc tout ça, il va apprendre ça par cœur. Il entamera aussi plusieurs débats avec son professeur. Et j'ai l'impression qu'il a aussi lu dans son futur, parce que vu que ça va devenir une future rockstar, il a choisi 2 cursus qui ont un lien direct avec le fait de devenir une célébrité
de monter sur scène, de devenir un one-man show. Donc c'est comme s'il avait lu dans son futur qu'il deviendrait une rockstar. Dans la petite zone. Pourquoi c'est fermé? C'est fermé. Vous voulez savoir pourquoi c'est fermé? Alors avant de raconter un peu sa vie à l'université, je vais vous raconter un peu l'histoire de la tombe. Donc Jim Morrison est mort le 3 juillet 1971 et il est à Paris, dans l'hôtel Georges V, qui est vraiment un hôtel très connu. Et il est enterré ici au Père-Lachaise 4 jours après, donc le 7 juillet 1971. Donc il est enterré là. Et le problème c'est que une fois enterré, il n'y avait pas beaucoup de personnes à son enterrement, mais les années qui ont suivi, tous ses fans sont venus le voir. Donc comme je vais vous le montrer, à quoi ressemblait la tombe avant. Donc la tombe était représentée, c'était vraiment du street art. Donc chacun venait écrire un petit mot en l'honneur de leur idole. Donc vraiment, toute la tombe était remplie de graffitis et d'écriture. Il y avait tellement de graffitis que les gens ont commencé à écrire sur les tombes voisines. Donc il n'y avait vraiment plus aucun respect au niveau des dessins. Ça c'était avant. C'est ça. Là, tu vois, si tu regardes bien, on voit que les autres tombes elles sont un peu abîmées, ça a été nettoyé, renettoyé, nettoyé. C'est ça. Et du coup, ils ont commencé à mettre une barrière en 2011, donc pratiquement 40 ans après sa mort. Donc les gens venaient en masse, parfois par centaines de personnes, qui restaient comme ça toute la journée, toute la nuit, parce qu'avant le Père-Lachaise était ouvert aussi de nuit. Donc les gens de la mairie ont pu supporter ça. Du coup la mairie en 2011 a mis ces barrières. Les gens voyant les barrières, ne pouvant plus inscrire laisser leurs traces sur la venue ici sur la tombe, qu'est-ce qu'ils ont décidé? De coller des chewing-gums sur l'arbre. Donc il y a vraiment des centaines de chewing-gums qui ont été collés sur cet arbre. La mairie a pris une décision 4 ans après, donc elle a mis du temps, à mettre une paillasse tout autour. Donc il y a eu déjà une première paillasse remplie de chewing-gum. Puis ils ont mis une deuxième paillasse il y a quelques mois. Donc ça elle date il y a que quelques mois et il y a déjà autant de chewing-gum. Pourquoi chewing-gum? C'est une personne qui a un jour collé son chewing-gum et tous les autres ont suivi. C'est ce qu'on appelle un rite mimétique. Le rite mimétique, c'est les gens qui suivent les gens voyants par mimétisme, c'est ça. C'est dommage parce que on aurait bien aimé être à l'époque où tout le monde était réuni, parlant de Jim Morrison, mettant peut-être de la musique. Fumer des joints. La belle vie quoi. C'est ça, exactement. Donc revenons maintenant à James Douglas Morrison, donc dans ses années d'université. Donc il était comme ça à l'époque, donc vraiment très beau garçon à l'époque. Hein. Très beau. Donc il est rentré dans l'université de cinéma de Los Angeles, donc l'UCLA, où il s'est tourné vers le domaine de la cinématographie. Et c'est à cette époque où il a écrit la plupart de ses poèmes, comme les plus connus qui sont The Lord, Note on the Vision and The Creature. Parfait. Voilà. Excellent accent. Donc c'est à cette époque aussi où il a commencé à goûter à la drogue, parce que plus particulièrement le LSD. Le LSD était à l'époque illégal, mais certaines universités possédaient un centre de recherche concernant les drogues dures comme le LSD. Et laissaient s'inscrire bénévolement les étudiants pour participer à leurs recherches en leur donnant du LSD tous les jours, gratuitement. Comment ne pas tomber dans la drogue à cause de ça? Voilà. Et du coup, il a écrit la plupart de ses poèmes et il s'est beaucoup inspiré de 2 animaux en particulier. Quelqu'un pourrait me donner 2 animaux, un mammifère et un reptile? Le serpent Et un oiseau. et le mammifère, un mammifère nocturne, agressif, avec des crocs. Chauve-souris.
Non. Chauve-souris. Ok. Un animal solitaire, Le lion. nocturne. Bah, il est nocturne, le lion. Vous savez pas, il crie il est en meute. Loup. Le loup. Donc le serpent et le loup. Le serpent, pourquoi? Parce que c'est une image agressive. Il est le symbole de la fertilité et aussi il représente le Dieu créateur. Donc ça l'a beaucoup inspiré. La sexualité. La sexualité alors. Serpent. Sex appeal. Voilà. Et le loup, parce que le loup c'est quelqu'un c'est un animal marginal qui ne veut pas vivre au sein de la société. Il se voyait comme un loup. Et pour lui, le loup était aussi le gardien des portes. Gardien des portes du paradis. Et c'est à cette époque, du coup, à l'université, où il rencontra le fameux Ray Manzarek, qui était à l'époque joueur, il jouait de l'orgue. Et à eux deux, on commençait à créer le groupe The Doors. Lui était le clavecin, donc un instrument très particulier, avec un son vraiment très particulier. La corde grattée, exactement. Et Jim Morrison, Ray Manzarek était ébloui par la voix de Jim Morrison. Donc à eux deux, ont voulu créer un groupe. Ray Manzarek a dit je veux créer un groupe, je veux gagner $1 million. Et Jim Morrison a trouvé le titre The Doors. Et Ray a demandé pourquoi The Doors. Et Jim a simplement dit il y a le connu, il y a l'inconnu, et entre les deux, il y a une porte. Et c'est nous la porte. Il y a les portes. The Doors. Merci beaucoup. C'est mon assistant. Merci beaucoup. Et du coup, à cette époque, ils n'étaient que deux et ils ont dû recruter du monde. Donc ils ont recruté... Alors attendez, je vais vous montrer une petite photo. Et voilà. Donc ils étaient 4 avec Jim Morrison. Le deuxième c'est Ray Manzarek. Le troisième c'est Robbie Krieger, donc le guitariste. Et le quatrième c'est John Densmore, le batteur. À eux 4 ont créé The Doors, donc un groupe vraiment très très connu à cette époque. Sachez qu'ils ont écrit 6 albums. En 6 albums, ils ont vendu 32 millions d'albums juste aux États-Unis. Et je vous laisse deviner combien d'albums ils ont vendus dans le monde. Combien? 100. Et ça doit continuer. 100 millions, ça va continuer. Et du coup, voilà, parce que les Doors étaient vraiment très connus, car ils avaient vraiment une musique très atypique, mélangeant plusieurs styles de musique, comme le jazz, le classique, le flamenco, le rock et le chamanisme avec Jim Morrison. Donc ça crée vraiment un style de musique vraiment très bizarre, comme si on alliait conscience endormie, rêve éveillé. On ne savait pas vraiment où on se trouvait lorsqu'on écoutait ça. Bon, ils étaient aussi beaucoup aidés par les drogues à cette époque. Une musique onirique. Onirique, psychédélique. Donc voilà, à cette époque, ils ont créé The Doors et ils ont très vite, à cette époque, ils ont créé The Doors et aussi Jim Morrison a trouvé l'amour car il s'est mis en couple avec la fameuse Pamela Curson qui restera avec lui à vie jusqu'à sa mort. Donc elle était avec lui à Paris et elle l'a beaucoup suivi car elle aimait vraiment le poète qu'il était et elle l'idolâtrait vraiment pour ses poèmes. Elle l'encourageait à continuer la poésie. Donc avec les Doors et Pamela, ils sont vraiment devenus très connus. Donc voilà Jim Morrison à l'époque. Donc c'était vraiment considéré comme un sex symbole, un sex appeal. Vraiment, toutes les femmes l'adoraient à cette époque-là. Non, même aujourd'hui. Même les hommes, hein. Même les hommes. Ah oui, je pense, hein. Donc, à cette époque, en 1966, ils ont signé un label, ils ont signé 6 albums avec la maison d'édition Elektra. Et c'est à ce moment-là où leur succès a commencé. Donc ils ont créé les 5 premiers, après avoir créé 5 albums, c'est là que
la santé de Jim Morrison a commencé à se détériorer. Donc, il se tournait vraiment beaucoup dans la drogue et l'alcool. Parfois, on le considérait comme même plus sobre, tellement qu'il buvait tous les jours. Donc c'était vraiment une période obscure pour Jim Morrison. Donc après avoir signé 5 albums, il a vu son état, il s'est dit j'ai besoin de vacances. Avec Pamela, ils sont partis à Londres quelques mois, là où il a continué à écrire des poèmes. Et c'est là où il a rencontré le fameux Michael McClure. McClure. Je vous regarde au cas où si vous voulez confirmer. Donc la personne qu'il adorait au collège, où il a lu vraiment tous ses œuvres. Donc il a rencontré, ils sont devenus amis. Et Michael a incité Jim Morrison à publier ses fameux poèmes. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a publié les poèmes que je vous ai dit au lycée. Donc Note of the Vision, The Lord and the Creature. Voilà. Donc, et durant une interview, Jim Morrison a dit j'aime la musique, j'aime chanter sur scène, mais certaines paroles ne peuvent pas être mises en musique. C'est pour ça qu'il aimait séparer musique et poème. Et c'est pour ça qu'il a aussi séparé son nom de scène. Donc en tant que The Doors, il est resté Jim Morrison, mais en tant que poète, il voulait rester James Douglas Morrison, pour ne pas mélanger les deux mondes. Après ça, il est revenu aux États-Unis, car il était obligé de finir le 6e album que Elektra avait signé avec eux, que Ray Manzarek avait demandé à Jim, s'il te plaît, reviens pour faire le 6e album. Mais Jim Morrison n'avait plus du tout envie, donc la plupart des chansons ont été créées par le reste du groupe à la place de James. Et c'est en 1969, donc un an après, où a eu lieu le fameux drame, donc le concert de Miami en 1969. Et c'est ça qui a causé sa chute psychologique. En fait, il est arrivé à Miami en retard parce qu'il était bourré, il a raté son vol. Il est allé sur scène complètement bourré, incapable de chanter. Il ne voulait pas aller sur scène, mais on l'a obligé à aller sur scène. Il a commencé à insulter la foule, à stopper les musiques en plein rythme. Et il a même commencé à insulter les policiers qui étaient sur le côté de la scène. Donc il a même été accusé de montrer son pénis en public. Donc à ce moment-là, il a été arrêté. Il a été accusé sur 6 chefs d'accusation. Donc ça l'a beaucoup troublé le fait qu'il soit poursuivi judiciairement. Donc il allait de plus en plus mal, il buvait de plus en plus. C'était vraiment, c'était plus lui, quoi. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc ça, c'était sur scène. Il était complètement à l'ouest. Il s'évanouissait sur scène. Enfin, il ne savait plus où il était. Et après, il est devenu comme ça. Donc, il était considéré comme une bête sauvage. Bon, il est resté, tout le monde l'adorait, le trouvait super beau. Mais il voulait changer de style parce qu'il voulait s'évader du monde de la célébrité. Donc c'est là où Pamela lui a dit il faut qu'on parte, il faut qu'on reprenne des vacances. Ils sont partis en Europe, ils sont partis voyager dans quelques pays comme l'Espagne, l'Italie, et ils ont fini à Paris, donc en France, dans l'hôtel Georges V, où Pamela a retrouvé mort du coup Jim dans sa baignoire d'une crise cardiaque. Et il a été inhumé, comme je vous l'ai dit, le 7 juillet 1971. Quand on prend de la drogue ou quand on boit? Au PHS. Et Jim Morrison avait prédit sa mort en quelque sorte, car un an avant, donc en 70, ça a été vraiment une année très obscure. C'est là où Jimi Hendrix et Janis Joplin sont morts. Et lui était dans un bar avec ses amis de beuverie. Et il leur a dit, vous êtes en présence du numéro 3, donc le 3e qui va mourir. Et il a aussi dit dans une interview, j'ai eu le choix entre la drogue, l'amour et la mort. J'ai choisi les 2 premiers et c'est la 3e qui m'a choisi. C'est très beau, c'est très profond. Donc avant de finir avec Jim Morrison, j'aimerais vous réciter un de ses poèmes que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Pourquoi je bois ». Voilà. Donc pourquoi je bois? Pour pouvoir écrire de la poésie. Parfois, lorsque tout est diffus
que toute laideur s'efface, en un profond sommeil, il y a un éveil, et tout ce qui demeure est vrai. Tandis que le cœur s'aggrave, l'esprit se fortifie. Pardonne-moi mon Père, car je sais ce que je fais. Je veux entendre le dernier poème du dernier poète. Bravo. Super. C'est tout pour moi. Je vais vous laisser entre les mains de ma collègue Léa